À tous. Vu le temps de mon intervention. Merci. Troisième, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir à ma qualité de président de l'Université de Montpellier dans ces locaux de la faculté d'économie pour cette conférence qui s'inscrit donc dans le cycle des conférences organisées par la faculté d'économie, à savoir les rendez-vous de l'éco. Je vais être relativement bref. Néanmoins, si j'ai tenu à être là aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. La première, au regard donc du travail déployé par tous les collègues de la faculté d'économie tout au long des périodes un peu difficiles que nous avons connues et que vous avez également connues, avec les enseignements en distanciel, puis les jauges, avant de pouvoir revenir totalement en présentiel. Et je dois dire que ces efforts de l'équipe administrative, de l'équipe enseignante, de la direction de la faculté d'économie, je salue les vice-doyens, Edmond Baranès, Thomas Cortade et le doyen Mirabel, bien justifié que la présence de l'université soit là pour les remercier, parce qu'il y a eu un travail important pour vous, qui a été conduit tout au long donc de ces 18 mois de crise. Et avec Bruno Fabre, le vice-président, nous avons souhaité donc chaque fois qu'il y avait un retour donc des manifestations extra, je dirais, pédagogiques, même si c'est le prolongement de vos formations. Nous avions souhaité les mettre en avant. Donc merci François, merci chers collègues pour tout le travail accompli. Deuxième raison, c'est que cela permet effectivement de refaire vivre les campus de l'université. Alors vous les vivez au quotidien à travers, bien évidemment, les enseignements, mais il est important qu'au-delà des enseignements, les campus vivent notamment sur des conférences permettant l'intervention donc de collègues extérieurs ou de collègues d'autres administrations ou de collègues d'autres structures pour vous faire des conférences grand public qui peuvent ouvrir la voie, donc une voie professionnelle ou être un prolongement de ce que vous étudiez donc au quotidien. C'est également une troisième raison, la poursuite, comme cela a été évoqué, donc du cycle donc des rendez-vous de l'économie, puisque vous avez déjà développé toute une série donc de thématiques. Alors, je n'ai pas toutes les développer, toutes les évoquer, mais vous avez traité notamment des questions précédemment des politiques publiques locales, vous avez traité également de la question de la 5G, vous avez également traité de la question donc des changements climatiques, du lien entre changement climatique et économie. Donc, ce sont des questions qui intéressent certes les étudiants, mais qui intéressent également les citoyens que nous sommes toutes et tous. Et également, certaines de ces questions rentrent dans ce que l'on peut appeler des sujets, soit des sujets d'actualité, soit des sujets sociétaux. Et également, ces conférences ont pour objet d'être le prolongement et de mettre en évidence aussi certaines offres, certains domaines de l'offre de formation qu'il y a au niveau de la faculté d'économie, et notamment l'offre de formation en master avec la mention monnaie, banque, finance et assurance, et également la mention économie qui s'organise autour, elle, de l'économie d'énergie, de l'environnement, du numérique et du développement agricole. Je dirais également que l'offre de formation en master se complète, et je voulais le saluer, par cette année une nouvelle formation, peut-être ça peut intéresser certains, ou faire savoir, une bilicence, donc économie et sciences politiques, qui montre aussi donc la diversité, le dynamisme de cette composante. Alors aujourd'hui, les rendez-vous de l'économie sont avec la crypto-monnaie ou les crypto-actifs. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup puisque c'est une innovation en matière de paiement, innovation qui en principe doit être en lien avec plus d'efficacité, plus de sécurité, plus de services, permettant donc de dépasser les frontières physiques traditionnelles. Et donc aujourd'hui, la conférence qui est donnée donc par Pascal Tachon, donc avec différents de ses collègues, mais je vais laisser notamment, on s'est réparti la parole, Edmond Baranès évoquer cela, rentre bien aussi dans le prolongement de l'offre de formation de master. Une université, c'est une université qui vit au quotidien, ce sera mon mot de conclusion, et donc ces rendez-vous d'économie font vivre donc l'université au quotidien
par la présence de ces étudiants, et puis, je le sais aussi, la présence d'anciens étudiants, je salue par exemple Christophe André, la présence d'anciens étudiants, puis la présence aussi d'étudiants d'autres composantes. En tout cas, à vous toutes et à vous tous, très bonne soirée. Messieurs, merci pour votre présence parmi nous, qui montre aussi l'attachement qu'a la Banque de France donc, au fonctionnement des institutions universitaires. J'espère que le temps de parole est imparti, puisque le micro s'est arrêté. En tout cas, au plaisir de vous retrouver prochainement à la faculté d'économie ou ailleurs. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie. Donc on est tout d'abord très heureux de pouvoir vous retrouver en présence pour les rendez-vous de l'économie. On a animé un certain nombre de manifestations déjà l'année dernière. Malheureusement, le présentiel n'était pas possible, donc on s'est débrouillé avec les outils numériques, ça a vraiment très bien marché. Je remercie déjà Philippe Auger, président de l'université, d'avoir fait le déplacement pour ces mots d'introduction. Je remercie également Monsieur Tachon, de la Banque de France Hérault. Je vous laisserai la parole peut-être pour préciser un certain nombre de points, notamment concernant la convention que nous avons à la faculté d'économie avec la Banque de France, et tout ça grâce à l'impulsion qui a été donnée à la fois par François Mirabel et puis Monsieur Tachon. Les rendez-vous de l'économie sont des rendez-vous qu'on organise en moyenne trimestriellement, qui sont en partenariat avec le Midi Libre, et donc Olivier Biscay va nous rejoindre, je pense, d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Le directeur de la rédaction de Midi Libre, il essaiera d'animer pour avoir un échange ensuite avec la salle. Je remercie également toute l'équipe administrative de la faculté qui nous a aidés, bien évidemment, une grande aide pour régler les problèmes de logistique, les problèmes techniques, puisqu'il y a une rediffusion en direct de la conférence. Et ce que je propose de faire, c'est de laisser la parole à Monsieur Tachon, puis je reprendrai pour présenter notre intervenant, Monsieur Alexandre Stervinou. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen. Le micro rebelle, il va falloir que j'investisse. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, écoutez, nous sommes ravis avec Alexandre Stervinou d'être présent et de représenter la Banque de France sur cette conférence. Je vais être très très bref. On est honoré de pouvoir animer ce partenariat donc d'une convention dont vous parliez, qui a été inaugurée en 2017 par notre gouverneur, François Villeroy de Galhau, qui a été présent dans cette salle. Et donc sur un sujet de société, un sujet d'actualité, mais qui peut avoir une portée académique, et c'est pour cela que ça peut être intéressant de mixer les genres. Donc je ne vais pas faire plus long, je vous remercie de votre attention par avance. N'hésitez pas, à l'issue de la présentation un peu magistrale, d'interagir, parce que là aussi notre présence est utile, non pas simplement pour dispenser un savoir, mais aussi pour avoir en retour la perception des citoyens. Donc c'est un jeu à double gain pour l'apprentissage qu'on vous apporte, et puis en retour de recueillir votre perception. Donc excellente soirée, et donc je vais laisser maintenant Edmond présenter notre collègue, et puis à tout de suite. Très bien, donc je vais essayer de faire très rapidement. Donc ce soir, le crypto actif et monnaie numérique, quels enjeux en particulier pour les pouvoirs publics. Donc Alexandre Stervinou, directeur adjoint au siège de la Banque de France, direction des infrastructures et de l'innovation et des paiements. Très rapidement, quelques lignes de parcours de Monsieur Stervinou. Sur les 2 dernières années, vous avez été détaché auprès du Conseil de stabilité financière à Bâle, où vous avez en particulier travaillé sur les travaux du G20 et notamment autour des stablecoins. Vous avez occupé un certain nombre de positions dans des structures privées de conseil, avant de rejoindre en 2008 la Banque de France, où vous avez dirigé en particulier les services de surveillance des moyens de paiement. Et je vais faire très bref en vous donnant la parole. Je vous remercie pour cette conférence. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. D'abord, Monsieur le Président, Monsieur Auger, merci beaucoup pour l'accueil. Et ça s'étend, ces remerciements, à l'ensemble de l'équipe qui est aussi là-bas. J'ai compris qu'il y a eu beaucoup d'investissements personnels pour rendre cette soirée possible. Donc, merci. Merci à tous ceux qui sont là, évidemment, ceux qui sont aussi un peu à distance. J'imagine que sur un tel sujet, on va avoir une interaction assez forte. Et Pascal,
Bien joué, parce que je pense qu'on est en train de remplir la salle et avoir un beau succès ce soir. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Donc merci à Pascal Tachon également de la Banque de France ici à Montpellier. Alors, vous le voyez, le titre que j'ai mis là-bas sur le slide est un peu plus long que celui qui était pour l'accroche que vous avez reçue. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des innovations qui vont un petit peu dans tous les sens. Quand on parle de cryptoactifs, on parle aussi de stablecoins, on parle de cryptoactifs de première, de deuxième génération, peut-être d'ailleurs de troisième génération, on parle de finances décentralisées, on parle de tout un tas de sujets que peut-être vous connaissez bien. On va essayer aujourd'hui, ce soir, de vous présenter les choses un peu différemment, en faisant le lien avec ce que les autorités ou le système traditionnel financier fait justement pour intégrer ces formes d'innovation dans les contextes aujourd'hui des services qu'ils offrent. Donc ça, c'est l'objectif premier. On va présenter les choses en 3 temps, si ça vous va. On va parler, enfin je vais parler pendant 45 minutes, 50 minutes, et ensuite on réservera la suite à des échanges. On a envisagé la présentation en 3 temps, comme je disais à l'instant. Le premier, c'est de savoir déjà de quoi on parle. Ces fameux cryptoactifs, est-ce qu'on a affaire à des monnaies, ou des pseudo-monnaies, ou des quasi-monnaies, ou à des objets spéculatifs? J'imagine que vous pouvez deviner déjà que, étant de la Banque de France, on a une certaine conviction sur ce que peuvent être ces cryptoactifs, ou en tout cas une certaine catégorie d'entre eux. Et je vais essayer de vous convaincre aussi ce soir sur ces aspects-là. Le deuxième temps, ça va être le rôle des autorités, et notamment là d'une banque centrale. Le rôle d'une autorité aujourd'hui, c'est d'encadrer l'innovation, de la favoriser, en fait, de faire en sorte que les innovations se développent, qu'elles viennent des acteurs traditionnels ou qu'elles viennent des acteurs un peu plus modernes, des fintech, des big tech que vous connaissez par ailleurs. On va aussi passer un petit peu de temps là-dessus. Et puis le dernier point, qui est peut-être un peu nouveau dans ce domaine grand public, que vous percevez à travers un certain nombre de publications, de revues et autres, et de discussions aujourd'hui qui sont très actives, c'est que les banques centrales sont en train de venir aussi sur ce territoire, sur cette partie de l'innovation, qui est peut-être plus visible du grand public. C'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, l'innovation a toujours été au cœur de l'ADN des banques centrales, mais pas forcément visible du grand public. Beaucoup plus des acteurs financiers traditionnels. Là, j'essaierai de passer aussi quelques minutes à expliquer ce qu'on peut faire par rapport à des acteurs traditionnels, mais surtout ce qu'on va faire et ce qu'on est en train de regarder sur ces formes d'innovation cryptoactifs et autres. Alors, avant de commencer sur notre avis, notre analyse des cryptoactifs, ce que l'on peut en penser, j'aimerais revenir sur peut-être les enjeux stratégiques aujourd'hui de certaines innovations. Et là, je vais me concentrer sur la partie qui concerne les paiements. Il n'y a pas que ça, hein. Dans les innovations financières qui sont liées notamment aux cryptoactifs, on va en reparler, il y a plein d'autres choses dans les services financiers qui sont atteints par ces cryptoactifs. Mais les paiements, ces dernières années, ont connu une évolution assez forte. Et il est très clair que la crise que l'on a connue depuis 18 mois y a largement, grandement participé en tant qu'accélérateur finalement de mouvements et de tendances qui avaient lieu un petit peu auparavant. La première des choses, c'est la numérisation des économies et des paiements. Alors, numérisation, digitalisation, on emploie un peu les deux. Je ne veux pas faire un cours d'orthographe ou un dictionnaire du Larousse, mais normalement en français c'est numérisation, ce n'est pas digitalisation qui vient de l'anglais, donc un anglicisme un petit peu peut-être malheureux. Mais en tout cas, la situation c'est celle-là. Le Covid a accéléré cette tendance. Vous la connaissez, c'est par exemple plus de paiements à distance. Les paiements à distance, pendant la crise sanitaire, ont augmenté de 135%. Les paiements par carte, j'entends, pardon. Si vous regardez les paiements sans contact, par exemple, ils ont augmenté de 50%, alors que, évidemment, les transactions au point de vente ont, elles, diminué d'environ 20-25% sur la période. Donc on voit bien, cette forme de numérisation s'est accélérée avec le Covid et ne va faire que continuer, par définition. Dans le monde des paiements, il y a aussi eu des révolutions en tant que des acteurs qui se sont présentés et qui rentrent dans le monde des paiements aujourd'hui. Alors là, on a des tendances qui ne sont pas nouvelles. Depuis la fin des années 90, pardon, le début des années 2000, on a de nouveaux acteurs qui sont rentrés petit à petit dans le monde des paiements. Ce que vous connaissez aujourd'hui, les big tech, Google, Amazon, Facebook, Apple, leurs équivalents chinois, qu'on aurait pu mettre ici avec l'acronyme BATIX, donc pour Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi,
sont en fait des acteurs qui ont pris une surface par rapport, une surface financière, mais une surface d'empreinte par rapport à leurs utilisateurs, qui est liée au type de services qu'ils fournissent, type réseaux sociaux, type plateforme de e-commerce en ligne, et qui ont cru très fortement ces 15 dernières années. L'un des premiers phénomènes qu'on peut remarquer, c'est que quand la plateforme eBay s'est mise en place, il y a une logique derrière de réfléchir aux moyens de paiement qui est utilisé sur la plateforme. Et au début des années 2000, ces moyens de paiement n'étaient pas encore au niveau qu'on a aujourd'hui et qu'on connaît aujourd'hui. Il a fallu inventer de nouvelles manières de payer en ligne. Et là, on a vu un phénomène assez intéressant, c'est se développer le portefeuille électronique. Vous connaissez tous aujourd'hui PayPal. PayPal, ce n'est ni plus ni moins qu'une succursale à l'origine de eBay, la plateforme de e-commerce eBay, qui, dans les années 2002, 3, 4, 5, 6, a vu sa croissance très forte parce que liée à la plateforme de e-commerce. Donc on a là un besoin utilisateur qui s'est développé par rapport à une forme de transaction, une forme d'achat ou de vente d'ailleurs sur eBay, qui n'avait pas ce qu'il fallait en tant que moyen de paiement pour se développer à côté. Donc eBay a eu l'intelligence de créer ce moyen de paiement qui est associé à une carte de paiement la plupart du temps, puisque aujourd'hui PayPal, si vous le regardez, vous avez 80% des transactions qui en fait débouclent dans un paiement par carte. Très peu se font par virement, par exemple. Alors là, c'est le point qui est peut-être intéressant et qu'il faut avoir toujours en tête, c'est que dans le terme innovation, il y a aussi le terme évolution, et non pas peut-être révolution. La carte de paiement, elle existe depuis les années 70. Elle a été l'un des premiers éléments à être numérisé, digitalisé, quand American Express, au début des années 70, a produit une carte en plastique avec un numéro dessus. D'ailleurs, les toutes premières cartes étaient même en carton, un petit peu évolué, mais en carton, avec un numéro de carte dessus. Et là, ce numéro servait à payer, donc servait déjà à rentrer dans les systèmes de paiement avec une forme de numérisation, digitalisation, qui était évidemment rudimentaire à l'époque. La carte n'a cessé d'évoluer finalement ces dernières décennies. En France, elle a connu le cryptochip, c'est-à-dire en fait cette micropuce qui permet de sécuriser les transactions et qui permet de faire des transactions au point de vente en étant sûr d'avoir un paiement qui est effectué par la bonne personne, ou en tout cas d'avoir un faisceau d'indices qui est largement suffisant, et le fameux code PIN que vous utilisez pour sécuriser votre transaction. Dans les années 2000, je fais un saut un petit peu, il a fallu trouver un moyen de paiement qui soit utilisable sur Internet. On n'en avait pas. Donc on a fait quoi ? On a réutilisé finalement les chiffres qui sont sur la carte, c'est-à-dire quelque chose qui venait des années 70 pour effectuer un paiement en ligne. Donc là, autant vous dire qu'on s'est rapidement trouvé confronté à un problème, c'est celui de la sécurité même du paiement en tant que tel. Tout ça a amené un certain nombre d'évolutions après sur la capacité de renforcer les transactions sur Internet, et là les banques ont joué un rôle particulièrement important. Mon point ici est le suivant, c'est que vous avez, quand vous regardez une innovation, pas nécessairement quelque chose de révolutionnaire, mais quelque chose d'incrémental. Et ça va être un point assez important, vous le verrez d'ici quelques temps. En tout cas, l'analyse que l'on en a, c'est que les cryptoactifs, et notamment la technologie sous-jacente, ne sont pas des éléments totalement neufs, mais c'est une combinaison particulièrement intelligente, particulièrement astucieuse de choses techniques qui existent déjà depuis les années 80. Alors, ces nouveaux acteurs, il faut comprendre qu'ils entrent dans le domaine des paiements tout simplement parce qu'ils y ont un intérêt. Là, vous avez devant vous des acteurs, des agents économiques qui ont une capacité financière qui est équivalente à certains États, qui ont une trésorerie qui est plus importante que certains États. S'ils viennent dans le domaine de paiement, c'est qu'ils ont un intérêt économique. Il faut voir une chose aussi, par exemple, c'est que quand vous parlez à un acteur comme Google, qui a 2,5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, Facebook, pardon, excusez-moi, je commence à les confondre aussi, Facebook qui a 2,5 milliards aujourd'hui d'utilisateurs, ils ont une division, un département entier qui est dédié à acquérir le prochain milliard d'utilisateurs sur la planète. Donc c'est leur logique aujourd'hui, de plateformisation et d'acquisition d'utilisateurs. Ces nouveaux acteurs, un peu différemment, que ce soit Google, Facebook ou Amazon, et puis d'autres comme eBay et leurs équivalents chinois, pensent à une chose, c'est de faire en sorte que vous, en tant qu'utilisateur final, vous restiez sur ces plateformes et que vous effectuez
le maximum de votre vie numérique sur leur plateforme, y compris acheter et vendre. D'où les places de marché qui sont quelque part bien intégrées ou plus ou moins intégrées. Certaines, alors Amazon, c'est son fonds de commerce, j'allais dire, mais si vous êtes sur un réseau social comme Facebook, vous allez avoir aussi la capacité, par exemple, d'avoir une place de marché. Maintenant, quand vous allez faire votre paiement, il se passe quoi? Vous allez en fait sortir de l'environnement de la plateforme. Vous allez effectuer un paiement par carte, on en parlait il y a quelques instants. Vous allez donc passer dans une tuyauterie qui appartient à d'autres acteurs. Par exemple Visa, Mastercard, American Express dont on parlait il y a quelques instants. Peut-être PayPal, peut-être d'autres systèmes de portefeuille électronique, autres e-wallet. Et ça signifie une chose, c'est que économiquement parlant, il y a des commissions qui vont être reversées soit par la plateforme, mais le plus souvent par le commerçant, à ces acteurs extérieurs. Donc de manière très claire, les acteurs ici du type PicTech ont un intérêt à ce que ces commissions ne partent pas vers d'autres potentiels concurrents, mais restent chez eux. Et qu'ils puissent d'ailleurs trouver un incentive pour diminuer ces formes de commissions. Donc, par définition, ils ont un intérêt à fournir des moyens de paiement qui sont adjacents à leur propre manière, je dirais, de transacter, à leur propre business model, leur modèle économique en tant que tel. C'est pour ça qu'ils s'y intéressent. Mais ce n'est pas quelque chose de simple. Ils y ont pensé rapidement. Le vrai succès, c'est celui dont je parlais à l'instant, celui d'eBay. eBay avec PayPal. Il a été le premier, je le disais, 2002, 3, 4, 5. 2006, PayPal est devenu une filiale à part entière et a volé de ses propres ailes, et d'ailleurs rentré en bourse, et a volé de ses propres ailes en tant que moyen de paiement, en tant que société. Depuis cette époque-là, depuis donc un peu plus d'une quinzaine d'années, vous avez régulièrement ces acteurs du monde numérique, ces géants du monde numérique, qui s'essaient au monde des paiements, de manière très variée, très diverse. Google a essayé, par exemple, la carte de paiement, avec des liens qui ont été créés avec JP Morgan, la banque JP Morgan aux États-Unis, créé une carte Mastercard, si je ne me trompe pas, avec un succès mitigé. D'ailleurs, ils ne l'ont pas reproduit dans d'autres pays. Facebook, quand on parle de Libra, de Diem, c'est la 4e expérience ou intrusion dans le domaine des paiements. Vous avez eu une capacité de paiement avec Facebook Messenger qui a existé au sein de certains pays, qui a été d'ailleurs ensuite éliminé. Vous avez les Facebook Credits qui sont apparus avant ça, qui ont eu aussi un succès mitigé, pour ne pas dire pas du tout de succès en tant que tel. Apple a eu une position un tout petit peu différente. Je ne suis pas là pour faire l'analyse de l'ensemble du marché, mais pour vous donner quelques éléments peut-être. C'est de voir les échecs de ces concurrents, compétiteurs, mais aussi des fois associés sur certains services. Et plus tardivement, Apple a décidé de créer des partenariats avec les banques pour lancer Apple Pay, en tant que fournisseur finalement de technologie, et se faisant d'ailleurs rémunérer sur le fait que vous aviez cette capacité à atteindre un certain nombre d'utilisateurs grâce aux équipements Apple, au téléphone, au smartphone Apple. Donc on le voit depuis 10, 12 ans, 15 ans, vous avez des incursions régulières dans le monde des paiements, et pourtant avec un succès qui est très mitigé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement avoir en tête. Le monde des paiements n'est pas si simple que ça. Il ne peut pas devenir si digital que ça, par définition, et en tout cas, pas nécessairement avec des acteurs qui n'ont pas leur ADN, en fait, dans ce monde-là. Donc, les banques, toute l'industrie qui existe derrière les banques et qui fournit ces moyens de paiement ont notamment un certain nombre d'atouts de leur côté, et je vais revenir réellement sur cet atout-là d'ici vraiment quelques minutes, même pas quelques secondes, qui font que les paiements restent avec ce type d'entité, avec ces banques, avec ces entités, et ne partent pas vers d'autres acteurs. Maintenant, je le disais tout à l'heure, il y a la réalité du Covid, de la Covid, pardon, de l'innovation, de la digitalisation en règle générale, diminution des paiements des espèces, par exemple, c'est quelque chose que l'on constate à la Banque de France. Maintenant, vous avez aussi des innovations un peu disruptives. Alors, c'est un terme que je n'aime pas trop employer, mais qui sont en tout cas peut-être encore un peu plus avancées dans la manière de considérer les choses, techniquement parlant. Ce sont les cryptoactifs et ce sont l'émergence de monnaies de pseudo-monnaies numériques, et on y voit un peu plus clair avec des États qui commencent à s'y intéresser. Nous, ça va être l'objet réellement de notre discussion là ce soir.
Alors par rapport à tout ça, pour planter le décor, les banques centrales, très clairement, ont 4 grands rôles que j'ai résumés ici sur le slide. Le premier rôle, c'est de préserver ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. Alors ça, il faut pas le voir comme un grand concept théorique, il faut le voir lié à une réalité économique. Les banques centrales sont là parce qu'elles fournissent de la confiance au système économique, parce qu'elles fournissent de la confiance aux acteurs économiques, parce qu'elles vous fournissent de la confiance. Peut-être aussi un peu de conscience, mais en tout cas de la confiance, ça c'est sûr. Et ce qu'on appelle souveraineté monétaire, c'est de se dire que les banques centrales ont la capacité d'avoir, non pas une emprise, mais d'avoir un lien de confiance avec vous et avec les agents économiques. C'est ça la souveraineté monétaire. Et donc l'actif de règlement monnaie de banque centrale, ça c'est la version un peu plus longue, un peu plus compliquée, il a cette valeur-là, cette valeur de confiance qui va être donnée aux entreprises, qui va être donnée aux intermédiaires financiers et qui va être donnée à l'utilisateur final que vous êtes. Une caractéristique très simple, c'est que si vous avez un compte dans une banque, vous avez la garantie des dépôts. Cette garantie des dépôts, elle est prévue par la loi, elle est garantie aussi par le fait que cette banque commerciale, auprès de laquelle vous avez un compte, eh bien, elle a cette garantie qui est fournie par la Banque centrale. Donc ça, c'est un élément assez important à avoir en tête. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est accessibilité, inclusion. L'inclusion financière au sens large, c'est-à-dire permettre à tout le monde d'avoir des moyens de paiement, permettre à tout le monde d'accéder à l'économie, accéder à leur environnement social, économique, professionnel, grâce à des moyens de paiement. Donc ça, c'est une fonction très forte de la Banque centrale, et on est là pour faire en sorte qu'il y ait une variété de moyens de paiement. On essaie de ne pas privilégier un moyen de paiement par rapport à un autre. C'est pour ça que les espèces, par exemple, il y en a, et il va continuer à en avoir, parce que ça sert à l'économie et ça sert aux gens, aux individus. Il y a des sujets beaucoup plus macro-économiques, comme la stabilité financière, les risques qui peuvent se propager, les risques de contagion qui peuvent se propager d'une région économique à une autre. Cette stabilité financière, je ne vais peut-être pas trop en parler, mais très clairement, dans le monde des cryptoactifs aujourd'hui, c'est un sujet de préoccupation, comme vous pouvez imaginer. L'idée, c'est que le système financier, globalement, fonctionne plutôt bien. Il est d'ailleurs très résilient. On l'a vu avec la crise sanitaire à peu près partout dans le monde. Les États sont intervenus, les banques centrales ont fait leur rôle, et les banques commerciales qui étaient derrière ont permis de tenir la charge par rapport aux entreprises, par rapport aux citoyens que nous sommes. Cet aspect stabilité financière, c'est vrai qu'un certain nombre d'innovations non régulées, non maîtrisées, peuvent le mettre à mal. Et ça, évidemment, une banque centrale va avoir comme intérêt de faire attention à ce qui pourrait devenir de cet aspect. Et puis enfin, le cas innovation, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais c'est un élément important. L'innovation doit se faire, mais avec un élément clé, la confiance. Alors, il faut aussi comprendre un phénomène, ou un concept en tout cas, c'est ce qu'est une monnaie et le rôle des différents acteurs que l'on a aujourd'hui. Les monnaies privées, ça a déjà existé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À l'origine même, il n'y avait pas de banque centrale. Les banques centrales sont nées après que des banques privées frappaient de la monnaie. Sauf que la situation a fait que vous avez des banques commerciales qui fournissaient ces monnaies privées, et bien elles se sont écroulées à différents moments de l'histoire, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et donc, les gouvernements se sont dit, même les gens se sont dit, il nous faut un organe de confiance qui garantisse la monnaie. C'est ça le rôle d'une banque centrale avant tout. Et là, vous avez ici, alors sans passer trop de temps, mais ce que fait une banque centrale, avec notamment tout ce qui est la monnaie fiduciaire sous forme physique, billets, espèces, donc au sens large. Et puis les banques commerciales, qui sont un relais finalement de ce que font les banques commerciales, les banques centrales. Les banques commerciales ont un compte auprès des banques centrales. Là, vous avez la monnaie de banque commerciale, qui va être la monnaie la plus garantie. Et puis, la banque commerciale elle-même va ensuite offrir des services, des moyens de paiement, et puis aussi des lignes de crédit aux acteurs économiques, à vous-même. Et là, cette monnaie scripturale-là, elle est ce qu'on appelle une monnaie commerciale. Elle est écrite sur des lignes de compte. Donc voilà pour comprendre l'architecture de distribution de la monnaie et la différence d'une monnaie de banque centrale, très sûre, une monnaie commerciale qui va être garantie par des acteurs qui, eux, sont enregistrés, on va dire, auprès de la banque centrale. Alors,
cryptoactifs, du coup, si on regarde tout ça, si on a ce prisme-là d'analyse des choses, les cryptoactifs, est-ce qu'on a affaire à une monnaie ou plutôt un actif spéculatif? Très clairement, il y a des différences. Là, ici, je vais plutôt vous parler d'un certain nombre de cryptoactifs, tels le Bitcoin, que vous connaissez forcément très bien, puisqu'il est sur le marché depuis 2008, qu'il a déjà connu beaucoup de vagues, je dirais médiatiques, et puis d'engouement par les différents acteurs sur le marché, de tous bords d'ailleurs. On a des acteurs ici privés qui ont créé ces formes de cryptoactifs qui existent sur des réseaux de type blockchain, système distribué, où vous n'avez pas d'acteurs de confiance centralisés. Et donc ce sont les gens qui participent au réseau, qui valident les transactions, qui valident les échanges en fait entre ces différents cryptoactifs qu'on qualifiera de première génération. L'idée qui était derrière, c'est souvent une idée libertaire. Le système financier est peu sûr, ou j'en ai pas confiance dans ma banque, je veux passer par quelque chose d'autre, je veux aussi peut-être éviter un certain nombre de commissions, de frais et autres. Donc cette idée de se libérer peut-être d'un système financier qui est perçu peut-être pas comme il le devrait. J'ai essayé de vous dire comment il existe, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une perception qui est décalée au sein du grand public. La réalité, malheureusement, de tout ça, c'est que la volatilité de ces bitcoins, par exemple, ou de ces cryptoactifs qui sont similaires, est énorme. Et donc une fluctuation des cours qui est absolument fantastique. D'ailleurs, ces cours, eux, reviennent à la monnaie normale, donc ils sont en dollars ou en euros, par exemple. Il n'y a pas d'autorité publique pour garantir la confiance. C'est ce qui fait que vous avez des variations absolument fantastiques. Vous avez malheureusement des phénomènes de criminalité financière qui ont été associés très tôt à ces bitcoins et ces formes de cryptoactifs dès 2016, dès 2017, circuits illicites de trafic de drogue, de financement du terrorisme et autres. Bon. Et puis finalement, vous n'avez pas les caractéristiques d'une monnaie. Parce qu'une monnaie recouvre 3 caractéristiques. Vous devez pouvoir transacter avec, où que vous soyez, avec qui vous voulez. Là, très clairement, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez pouvoir épargner. C'est un peu dur d'épargner avec un actif qui malheureusement varie si vite, si fortement. Et puis, vous avez des difficultés à compter. Alors, compter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'avoir la capacité de mettre un chiffre face à un produit, un bien, un service. Malheureusement, avec cette fluctuation de cours qui est très forte, ça va être très très compliqué d'avoir une unité de référence. Il y a un autre point qui devient assez prévalent actuellement, c'est le coût écologique qui est associé à certaines de ces technologies. Alors, les choses évoluent, mais aujourd'hui, les technologies sous-jacentes de première génération sont extrêmement consommatrices d'énergie. C'est ce qui fait que vous avez vu un certain nombre d'interdictions, notamment en Chine, de miner, c'est-à-dire de créer ces formes de cryptoactifs, notamment le Bitcoin, parce que la consommation énergétique devenait celle de villes entières. Donc forcément, avec un coût économique et écologique particulièrement important. J'ai parlé du Bitcoin, donc je ne vais pas m'étendre sur ce slide, vous aurez les références, mais le point qui est intéressant, c'est celui que vous avez en bas à droite, c'est aussi pour savoir ce à quoi on a affaire en termes de taille de marché. La taille de marché, capitalisation des cryptoactifs, y compris le Bitcoin, bon, c'est le plus important d'entre tous, il fait 90% des volumes et de la valeur surtout. C'est le petit carré orange que vous avez en bas de l'écran, à droite du coup. Si vous regardez la masse monétaire en circulation dans la zone euro, c'est le bleu un peu plus foncé que vous avez en bas, c'est 9 fois plus, 9-10 fois plus. Et si vous regardez la capitalisation mondiale des actions, c'est tout le reste. Donc évidemment, on en parle beaucoup, mais ça cache un peu la réalité de ce qu'est aujourd'hui le système financier, comment il peut fonctionner. Bon, mais c'est vrai que l'impact médiatique et marketing est particulièrement fort. Alors par contre, un élément qui doit être noté et dont on va parler maintenant, c'est ce qu'on peut qualifier de deuxième génération. C'est-à-dire, aujourd'hui, les stablecoins. Alors, stablecoins, on les appelle comme ça parce que, dans l'idée, ceux qui émettent des stablecoins veulent stabiliser leurs cryptoactifs par rapport à un panier de référence d'actifs existants. Ça peut être une monnaie, ça peut être un panier de devises, ça peut être d'autres formes d'investissement, des bons du trésor, des investissements long terme.
Ça peut être aussi d'autres cryptoactifs. Là, ça devient un peu plus complexe pour la stabilisation. Mais l'idée, c'est réellement celle-là. Donc les stablecoins ont une vocation un peu différente. Et on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, si on veut émettre un stablecoin, ou si on veut faire vivre un stablecoin, c'est parce qu'on veut rester dans un environnement où on l'échange, mais par contre, on sait qu'il n'est pas forcément en tant que cryptoactif, qui n'a pas une valeur durable dans le temps, il pourrait varier fortement. Donc, on va l'adosser à eux des actifs réels, tangibles, qui eux sont stables. Et si vous vous souvenez de ce que je disais il y a quelques minutes sur notamment la vision et l'approche que peuvent avoir certaines grandes plateformes numériques, de grands acteurs de l'économie du digital, leur idée, c'est bien de vous garder sur leur réseau. Parce qu'eux vont faire là-dessus un certain nombre d'économies bien tangibles, réelles, sur les transactions, sur vos activités que vous faites sur leur plateforme. Donc voilà pourquoi un stablecoin pourrait être développé. Parce qu'il permet de rester dans un système fermé et en même temps de bénéficier d'une forme de support de l'économie classique réelle. Donc vous avez un exemple concret aujourd'hui, c'est Tether, qui fait 60 milliards à peu près de valorisation en dollars, hein, on revient toujours sur le réel, qui a un parcours un petit peu obscur. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont ouvertes aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la composition des réserves. La réalité est bien différente. Donc la définition même en fait de Tether en tant que stablecoin, probablement le mot stable est surfait dans cette approche, en tout cas qu'ils ont mis en avant. À suivre. Vous avez évidemment Facebook avec Diem, anciennement Libra. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi Libra? Parce que ça vous permet de rester transacté sur leur plateforme le plus longtemps possible. Évidemment, nous, en tant que banque centrale, on va se poser la question, du coup, est-ce que ces choses-là, ces formes de monnaie privée, quasi-monnaie privée digitale, est-ce que ce sont des monnaies? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que finalement, on ne va pas propager ce risque à l'ensemble du système financier et des acteurs qui sont là, qui sont présents? Comme vous pouvez imaginer, ces préoccupations, elles nous amènent, et cette analyse, elle nous amène aux conclusions qui sont ici à l'écran de manière assez rapide. On a aujourd'hui ces risques de stablecoin qui sont liés non seulement à la stabilité financière au sens large du terme, les problématiques de contagion. On peut imaginer une chose qui peut se passer. Si vous avez un État, notamment un État dans un pays émergent, où vous avez un usage de plus en plus fort de stablecoin, eh bien, ce stablecoin a le risque de se substituer à la monnaie locale. Ça veut dire que le gouvernement, l'État, va perdre le contrôle, notamment de la répercussion de sa politique monétaire. Tout le mécanisme d'inflation, tout le mécanisme de gestion de politique des prix ou autres, qui pourrait faire en sorte que, une fois de plus, les agents économiques soient dans la plus grande stabilité, ça va lui échapper, par définition, puisque vous allez avoir des flux d'argent qui vont, en fait, être remplacés par des stablecoins. Ce type de phénomène est un phénomène qui est suffisamment important pour faire que, aujourd'hui, la Banque mondiale, le FMI, le Conseil de stabilité financière, auquel j'ai eu la chance de contribuer il n'y a pas encore très longtemps, s'y intéresse, parce que de manière internationale, on a dans le domaine cross-border, transfrontière, des préoccupations très fortes de contagion possible, de risques possibles qui pourraient se transmettre d'un pays à l'autre. Et puis, de manière aussi très simple, vous avez là, avec ces formes de monnaie digitale privée, ces formes d'actifs, deux grands risques qui sont à l'ordre du jour. La protection des données. Quand vous êtes aujourd'hui sur une plateforme dont vous faites les usages 10 fois mieux que moi, des usages numériques, réseaux sociaux et autres, vos données sont quasi publiques, elles sont réparties sur le réseau, elles sont utilisées à des fins d'ailleurs commerciales, de publicité ou autres. Ces mêmes plateformes, est-ce qu'elles auraient le même laxisme à gérer vos données financières, là où vous dépensez votre argent et comment vous le dépensez? Là, clairement, la question se pose. Si ce n'est en plus une question même de localisation de ces données-là. Aujourd'hui, si vous avez des centres de données qui sont dans des pays moins regardants d'un point de vue de la protection des données privées,
Vous, est-ce que vous êtes dans une situation confortable? Point d'interrogation. Donc on sent que la maîtrise ici, elle part finalement du domaine de confiance classique des acteurs traditionnels ou bancaires. L'autre point, c'est tout ce qui est risque cyber. On est face à des technologies qui sont modernes, nouvelles. Ça veut dire qu'elles amènent un certain nombre de promesses de résilience. Un réseau distribué, par définition, il devrait résister mieux à des attaques ciblées. Il devrait aussi être plus redondant, par définition. La réalité, c'est que la plupart des technologies qui sont sous-jacentes sont encore aujourd'hui peu prouvées. Elles sont peu prouvées en termes de performance pure, ça c'est sûr. Mais elles sont peu prouvées aussi en termes de sécurité et de résilience. Il y a peu encore de retours d'expérience sur ce que peuvent faire ce type de technologie-là. Donc là, on voit clairement un sujet, le risque cyber, qui est un sujet à l'ordre du jour. Évidemment, à cœur des autorités publiques, tout ce qui est souveraineté, intégration européenne dans le monde des paiements, cela pourrait nous échapper et vous échapper par rebond. Peut-être des considérations qui sont moins importantes pour certains, mais en tant qu'autorité publique, évidemment, c'est un aspect qui est important. Aujourd'hui, dans les paiements, ce que vous avez à gauche ici de l'écran, il nous faut quoi? Il nous faut des paiements qui vont vite, c'est la rapidité, l'instantanéité. Il nous faut des paiements qui soient simples. Il nous faut des paiements qui soient efficaces. On peut y mettre la simplicité avec. Efficace, ça veut dire avec peu d'erreurs, qui fonctionnent bien, qui ne sont jamais en panne. Et puis, il nous faut des paiements qui soient ergonomiques. Très honnêtement, beaucoup des systèmes de paiement, des moyens de paiement que vous utilisez, tendent vers ça. L'instantanéité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été encouragé par les banques centrales, par les autorités publiques. Et à l'ère où vous envoyez un email au Japon, il est reçu dans la minute qui suit, ou même dans les secondes qui suivent, il est évident qu'on veut des systèmes de paiement instantanés. On a ça en Europe. C'est un système qui s'appelle TIPS, qui permet aux banques d'offrir ce genre de service à vous, en tant qu'utilisateur. Donc vous êtes capable aujourd'hui de faire un paiement SEPA instantané, en quelques secondes, en 15 secondes, dans toute l'Europe. Demain, ce sera quelque chose qui sera recherché pour les paiements internationaux. Donc, au-delà de tout ce qui est, comme on dit, remittances, donc l'inclusion financière au sens large, les transferts entre pays, par exemple. Alors, peut-être dans ce contexte, un point qui est assez novateur, et qui est très nouveau, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée, mais alors la vraie finance décentralisée. Je vais passer quelques instants là-dessus. Ça, c'est peut-être la troisième génération de ce qui est en train de se produire. À côté de les bitcoins, on va dire première génération, deuxième génération stablecoin. La troisième, elle concerne beaucoup plus la technologie que l'actif en tant que tel. La finance décentralisée, c'est la capacité réellement de se passer d'intermédiaires, mais non seulement en tant que tiers de confiance, mais également pour procéder à des opérations, je dirais, quotidiennes. Du règlement livraison de titres, de la conversion qui pourrait exister entre devises, par exemple, sur le marché d'échange. Également de la réalisation de contrats, mais de contrats notariés, par exemple. Et il suffit d'avoir un émetteur de programme, dit smart contract, c'est comme ça qu'on les appelle dans ce monde-là, que l'on met sur ce réseau et qui donc, lui, va répondre à un certain nombre de conditions. Et ces conditions-là feront qu'il y aura une exécution automatique, tout simplement, des transactions, des opérations, en fonction de ces critères qui ont été prédéfinis. Il est clair que cette finance décentralisée, elle met, cette troisième génération, cette troisième approche, elle met l'accent sur ce que la technologie peut produire, sur ce qu'elle peut apporter réellement dans le monde des services financiers plus classiques. Et on va le voir dans quelques instants, nous avons particulièrement expérimenté sur ce type de technologie-là, parce qu'on y voit un intérêt. On y voit potentiellement, en tout cas un certain nombre de promesses réelles, technologiques derrière, que l'on cherche à avoir et mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, la finance décentralisée, c'est une tendance à laquelle on va s'attacher d'un point de vue, je dirais, monitoring, d'un point de vue observation, pour être sûr qu'il n'y a pas de dérive, et qu'il va falloir regarder ça aussi d'un peu plus près, parce qu'il pourrait se créer des écosystèmes parallèles qui ne répondent pas à tout l'ensemble des mesures, on dirait, de garantie du système financier tel qu'il existe. Et ça, c'est un sujet, évidemment, qu'on a sur notre radar. Alors, il s'agit quand même, pour nous, d'encadrer
Et donc, l'ensemble de ces innovations qui surgissent, qui émergent, qui parfois vont un petit peu dans tous les sens, il s'agit aussi de se préoccuper de savoir ce qu'on en fait, par rapport notamment aux acteurs traditionnels, mais aussi tout simplement par rapport aux acteurs là qui viennent à offrir ce type de service qui peut ressembler à des services déjà connus. Notre approche, et c'est celle de beaucoup d'autorités publiques dans le monde, c'est réellement de favoriser un cadre réglementaire qui soit équilibré. Équilibré, évidemment, par rapport à l'innovation. Donc le fait qu'il faut qu'il y ait des services innovants, il faut qu'il y ait des technologies innovantes qui soient introduites sur le marché. Mais il faut également que l'on ait tous ces mécanismes de confiance qui soient mis en œuvre. Et le cadre réglementaire, il est là pour ça. Il est là pour garantir la confiance des agents économiques. On l'a au niveau européen, c'est ce que vous voyez ici sur votre gauche. Il y a notamment un règlement qui est autour des cryptoactifs. Et il est actuellement en négociation au Conseil, au Parlement. Il atterrira, on l'espère, bientôt. Alors bientôt, c'est probablement l'année prochaine. Il va permettre d'encadrer les émetteurs de cryptoactifs, les plateformes qui fournissent des services de transaction en cryptoactifs. Il va regarder les cryptoactifs au sens large. Les stablecoins, notamment, seront dedans. L'idée encore, c'est pas d'empêcher ces innovations, mais c'est de faire en sorte qu'elles se passent bien dans des conditions de sécurité qui soient optimales. Sécurité financière, sécurité physique, opérationnelle. L'autre règlement dont on parle là, c'est DORA, c'est un règlement sur la résilience opérationnelle. Il a été un peu adapté en cours de route pour justement prendre en compte ce type de préoccupation. Et puis, il y a aussi un régime pilote qui est mis en œuvre. C'est un régime pilote pour pouvoir tester ce type d'innovation un peu disruptive sur la finance décentralisée, sur les cryptoactifs, sur les services qui sont autour de ces cryptoactifs. Ça se fait au niveau européen. Mais l'Europe, c'est une partie des choses, et pour beaucoup de ces innovations, elles viennent d'autres continents, et ça, vous le savez comme moi. Donc, ces sujets-là sont au niveau du G7 et sont au niveau du G20. Et notamment un certain nombre d'organes, d'instances internationales, de régulation, que ce soit le Conseil de stabilité financière, mais également au niveau de la Banque des règlements internationaux. Vous avez des comités qui sont là pour la régulation bancaire. Eh bien, ils regardent ces cryptoactifs et ils regardent comment les intégrer au sein de leur corpus réglementaire. Et puis aussi les technologies sous-jacentes, comment ces technologies peuvent être aussi intégrées si elles doivent l'être d'un point de vue de la réglementation. Alors, un état des lieux aujourd'hui de ces aspects réglementaires, c'est que oui, il y a une volonté internationale de réguler, oui, il y a une coordination internationale, G7, G20, en Europe avec la Commission européenne et avec les États membres, mais il n'empêche que, y compris sur un sujet effectivement assez neuf comme celui-ci, il y a des initiatives qui sont encore un peu disparates entre les différentes juridictions, donc entre les différents États dans le monde. Le texte européen est en négociation, donc c'est une avancée très nette, très claire. Ça a été le premier package de régulation plutôt complet qui est apparu en septembre de l'année dernière, il y a déjà 1 an, mais il faut un peu de temps à le mettre en œuvre. Ça, c'est les propres de la négociation, évidemment. Vous avez en Angleterre un certain nombre de consultations publiques qui ont été faites pour encadrer ces cryptoactifs, encadrer les services qui sont autour. C'est pas exactement la même approche, mais on est dans la même philosophie, en tout cas, que ce qui se passe sur le continent. Aux États-Unis, vous avez une approche de la régulation qui est un peu différente. Elle est plus sur le fait, non pas d'introduire un nouveau cadre de régulation, mais plutôt de réfléchir à comment mettre au chausse-pied, je dirais, mais aussi tout simplement intégrer à la régulation existante, et notamment avec les différentes agences fédérales américaines, qui sont quand même assez nombreuses, que ce soit OCC, SEC, la Fed et quelques autres. Aujourd'hui, vous avez des régimes juridiques qui sont assez complémentaires, et c'est la manière dont les autorités américaines regardent les choses, c'est réellement d'essayer de les intégrer dans leur réglementation existante. Il n'empêche que pour les stablecoins, la volonté a été affichée il y a 2 mois de ça, d'avoir une vision un peu plus harmonisée à mettre en œuvre. Évidemment, les Américains participent aussi fortement aux discussions du G20. Vous avez d'autres positions. Au Japon, par exemple, grandement, les cryptoactifs sont associés à la réglementation qui est liée au paiement.
En Chine, vous le savez aussi, ça a fait beaucoup de presse, vous avez plutôt une position d'interdiction en tant que telle. Ce n'est pas la position qu'on partage, nous, Banque de France, ou plus généralement beaucoup de régulateurs en Europe et ailleurs. Alors le dernier point, on a parlé de ce qu'étaient les cryptoactifs, les stablecoins, la finance décentralisée. On a parlé de favoriser l'innovation, mais de l'encadrer aussi. Eh bien, le dernier point, c'est celui des actions, on va dire, des banques centrales en la matière. Et aujourd'hui, les banques centrales regardent de très près comment elles doivent intervenir sur ce domaine de la monnaie numérique de banque centrale. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, dans l'ensemble de ces technologies, quelque chose à faire pour préserver une chose, c'est le rôle de confiance des banques centrales dans les systèmes, quels qu'ils soient. Et vous le savez, j'en ai parlé au démarrage, la confiance, c'est un élément très clair, très important. L'histoire nous a montré que les banques centrales ont été créées pour garantir la confiance, pour introduire de la confiance dans les systèmes financiers, parce que les acteurs privés n'ont pas réussi à le faire. Il n'y a pas de raison que ça change, heureusement ou malheureusement, mais c'est un état de fait. La deuxième chose, c'est que l'actif de règlement en banque centrale, quand il circule, il permet de garantir les paiements. Je vous ai parlé au début de cette structuration un peu peut-être naturelle pour vous, mais la manière dont les choses fonctionnent, c'est que finalement les banques commerciales, elles distribuent de la monnaie qui est garantie par une banque centrale. Et bien là, l'idée, c'est qu'avec les nouvelles technologies que l'on voit, de finances décentralisées, de DLT, de blockchain, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à ce que les banques centrales s'y adaptent et fassent circuler directement sur ces réseaux leur actif de règlement? Et ça, c'est quelque chose qui est regardé maintenant depuis 2-3 ans à peu près par l'ensemble des banques centrales dans le monde, puisque se pose la question réellement du rôle de la monnaie de banque centrale dans ce nouveau monde un peu innovant. Il faut s'y adapter, c'est les réflexions qui sont engagées. Nous avons à la Banque de France engagé un certain nombre, du coup, d'expérimentations pour évaluer les apports, les impacts d'une monnaie numérique de banque centrale. Alors d'abord limité à un élément, c'est entre les banques. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à accélérer, à rendre plus résilient, peut-être plus performant, un certain nombre de transactions, plus automatisées aussi, entre les acteurs bancaires? Et est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale ne pourrait pas rendre ce service-là? On a fait des tests avec différents designs, avec aussi différentes techniques derrière, avec aussi une évaluation des performances. De ce côté-là, probablement qu'il y a beaucoup plus de choses encore à faire aujourd'hui. Et le programme d'expérimentation que l'on déploie depuis déjà maintenant quelques années, il s'est fait vraiment tout azimut. Et là, je vais aller assez vite. Mais il a regardé, par exemple, des technologies où on peut avoir un token qui soit un euro de gros, donc entre banques commerciales, qui soit autosuffisant, autoporteur, comme une pièce, comme un billet. Un billet, vous n'allez pas voir quelqu'un pour voir si, oui ou non, il y a 10 euros dessus. En fait, c'est marqué sur le billet. De la même manière, vous pouvez avoir un token qui circule sur les réseaux et qui est autoporteur. Par contre, vous avez un autre système, c'est de dire, on peut avoir un compte. Et de ce compte viennent les actifs que l'on fait circuler sur le réseau. Alors là, par contre, c'est quelque chose d'un peu différent, mais c'est aujourd'hui ce que vous avez quand vous faites un virement. Le virement, c'est vous qui l'effectuez sur un dispositif. Il y a même encore quelques années, vous écriviez pour le virement. Il n'empêche que cet argent-là, il n'est pas là, il est sur votre compte bancaire. Donc vous avez un compte en tant que tel. Donc on a pu évaluer les bénéfices de ces différentes technologies. Évidemment, tous les aspects derrière, plus techniques. On a 2 idées phares dans nos expérimentations. C'est l'interopérabilité et le transfrontière, dans le sens multidevise. La capacité aujourd'hui à se dire, si on fournit des services de ce type-là, sur ces technologies-là, de type blockchain et autres, à des acteurs financiers, à des intermédiaires financiers, il faut qu'on pense transfrontière et il faut qu'on pense à faire des choses interopérables, histoire que dans quelques années, les technologies ne soient pas verrouillées finalement, ni par les banques centrales, ni par d'autres acteurs. J'ai ici quelques acteurs avec qui on a travaillé et on continue de travailler, Société Générale, Forge, HSBC, avec des fournisseurs, on va dire, de services comme Accenture et autres derrière.
sur des cas d'usage divers et variés, mais des cas d'usage qui sont chers aux acteurs financiers classiques, du règlement livraison, par exemple, de titres. Comment tester ces choses-là? Comment ces choses-là peuvent fonctionner avec des technologies blockchain? Est-ce que ça apporte un intérêt, un inconvénient ou pas? Très clairement, on y voit la capacité de faciliter des transactions transfrontières. On a vu que sur les aspects règlement de transactions interbancaires, on pouvait optimiser un certain nombre de choses. En rapidité, semble-t-il, en disponibilité des services, faisant du 24/7. N'oubliez pas que les smart contracts, dont je parlais tout à l'heure, donc la programmabilité des blockchains, permet d'automatiser un certain nombre de transactions, et ça, c'est les bienfaits notamment de cette technologie qui est sous-jacente. Maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est que oui, une monnaie numérique de banque centrale, pour les acteurs financiers, on peut peut-être y voir un avantage, mais j'en parlais tout à l'heure, on a ce sujet réel de l'actif de règlement au sens large, l'actif de règlement banque centrale au sens large. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller aussi dans le domaine du paiement de détail? C'est-à-dire que, en soutien des banques commerciales, qui resteront des intermédiaires financiers, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup plus présent sur des technologies de ce type, DLT et autres, et d'avoir notre actif de règlement, banque centrale, qui y circule? C'est la possibilité d'avoir un euro digital. Le projet est lancé aujourd'hui, depuis maintenant 2 mois. On y participe de manière très active. Il y a une étude réelle d'opportunité, une étude aussi de savoir s'il y a des cas d'usage qui font sens. Est-ce que finalement on viendrait en complément des solutions de paiement que vous connaissez, des paiements par carte, des paiements par wallet électronique et autres, ou alors est-ce qu'on viendrait en concurrence? Il faut regarder ça évidemment de manière très claire. L'idée d'origine, ce n'est pas d'être concurrent. L'idée, c'est de supplémenter ceci, c'est de supplémenter ce qui existe et de donner une capacité supplémentaire, laquelle, encore une fois, la confiance dans l'actif de règlement banque centrale. On est parti pour 2 ans, donc 2 ans jusqu'en 2023, d'une étude d'opportunité, étude aussi des risques qui seront associés, et là sera prise la décision ou pas de devenir opérationnel. Si c'est le cas, ça prendra encore 2 ou 3 années supplémentaires pour être réellement disponible pour le grand public et les agents économiques, entre autres. La Banque de France va participer à cette phase d'investigation, non seulement sur le théorique, mais également sur le pratique. En tout cas, on le souhaite fortement. Il y a du prototypage qui est prévu. Et grâce aux expériences dont je parlais à l'instant, on va clairement se positionner également sur ces éléments-là. Cet euro numérique, il peut être un ancrage du système monétaire. Je parlais de biens publics un peu plus tôt. Très clairement, aux côtés d'autres moyens de paiement, c'est l'idée qui est poursuivie. Il faut examiner cette capacité pour un euro digital d'être partie prenante, on va dire, du bien public paiement et de ce que peut amener la Banque centrale. Très clairement, il ne se fera pas sans les acteurs privés, il ne se fera pas sans les banques et sans d'autres partenaires. L'idée n'est pas de révolutionner, je le disais au départ, l'idée est d'évoluer. Et là, potentiellement, il y a une capacité d'évolution avec les banques, avec les intermédiaires financiers. Les cas d'usage seront importants, il faut y réfléchir très clairement. Les échanges de pair à pair, les échanges e-commerce, les échanges au point de détail. Il va falloir très clairement regarder tout ça, voir peut-être lequel privilégier dans un premier temps. Le jeu est encore ouvert à ce stade. Et puis, il y a des synergies avec d'autres éléments aujourd'hui du paysage des paiements et notamment d'autres approches sur la souveraineté des paiements en Europe. Il y a des initiatives comme celle-ci, EPIC, qui est un projet européen de paiement très innovant. Enfin, l'idée en tout cas, c'est de fournir une carte de paiement, un système de paiement digital européen qui puisse être indépendant des systèmes financiers du type Visa, Mastercard et des réseaux internationaux. Il rencontre un succès très clair aujourd'hui dans sa phase de design. Vous avez pu peut-être aussi voir un certain nombre d'éléments de presse en fait sur ce projet-là. Il est encore au démarrage, mais il s'inscrit dans une logique qui est la logique poursuivie depuis les années 2000, à faire en sorte qu'il y ait plus d'intégration européenne dans le monde des paiements. Aujourd'hui, quand vous faites un virement, c'est le fameux virement SEPA, pour Single European Payment Area. Eh bien, vous pouvez effectuer ce virement SEPA en euros en quelques instants d'un pays à l'autre.
avec juste un IBAN, l'identifiant d'un compte bancaire. Avant, cette chose-là était quand même un peu plus complexe. Aujourd'hui, les choses ont été unifiées, y compris d'un niveau standard. Par contre, dans le domaine des paiements digitaux, ou même du paiement par carte, ça n'a pas réellement existé de la même manière. Il y a eu des efforts de standardisation, mais globalement, l'Europe n'est pas présente sur ce domaine. EPI, ce projet-là, c'est une réponse à ce besoin d'être présent, l'Europe, face à des acteurs internationaux qui continuent de se développer et dont finalement les acteurs français, allemands, italiens, européens au sens large sont dépendants. Donc voilà aussi une chose à avoir en tête, c'est que l'innovation, ce n'est pas que ces histoires de cryptoactifs, ces technologies blockchain, c'est aussi, notamment dans le domaine des paiements, des évolutions qui existent par rapport à des systèmes tout simplement déjà présents sur le marché. Et donc on y voit, nous, une forme de complémentarité, en tout cas avec cette idée d'euro digital que l'on va donc observer, sur laquelle on va travailler en tout cas de manière plus forte pendant les deux prochaines années. Voilà ce que je voulais vous dire pendant donc 50 minutes avant d'ouvrir évidemment aux questions des uns et des autres. Et donc nous vous remercions. Alors nous vous remercions pour votre exposé très, très large et éclairant. Et ça a peut-être suscité des questions. Donc s'il y a des questions, on fait passer le micro. Bonsoir. Alors moi j'avais une question par rapport aux monnaies privées. Si par exemple en Europe on devrait favoriser une monnaie privée, on pourrait pas, ce sera pas que dans la France, il faut qu'il y ait l'unanimité des pays européens pour se mettre d'accord sur une monnaie unique qui est une crypto actif du coup. On peut pas chaque pays créer sa crypto, il faut que tout le monde, tous les pays européens créent une monnaie ensemble et que ce soit reconnu comme tel. C'est ça ? C'est l'idée de ce projet-là, d'euro digital. L'idée, c'est pas de créer une monnaie privée. L'idée, c'est d'avoir réellement, dans l'équivalent technologique actuel, de ce que sont les billets et les espèces sonnantes et trébuchantes. En fait, c'est ça l'idée. On n'a pas encore complètement conclu sur l'intérêt d'un tel euro digital. On va y réfléchir pendant 2 ans. C'est long, parce qu'il faut penser à tout ce qui va se passer d'un point de vue légal, avec les intermédiaires financiers, et puis finalement de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de concurrencer quelque chose qui existe déjà et qui marche très bien ? Quand vous payez par carte ou autre, en fait vous payez en euros. Donc, est-ce qu'un euro digital sera utile pour vous ou pas demain ? C'est pas certain. Donc il faut regarder ça de très près. Il y a probablement des usages qui seraient intéressant de pousser avec un euro digital, mais on est encore un peu tôt dans le process pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que ce ne serait pas une monnaie privée, ce serait une monnaie équivalente à l'euro, sous forme numérique, dématérialisée, et ce serait avec l'ensemble des 17 pays de la zone euro. Oui, ça c'est sûr. Et de la même manière, demain, si vous avez d'autres pays qui s'y intéressent, ils le feront avec la même optique. En Chine, le e-yuan, Digital Yuan, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui testé à grande échelle. Vous avez plusieurs villes, plusieurs dizaines de milliers d'individus et de commerces, plusieurs milliers de commerces et plusieurs dizaines de milliers d'individus qui testent en fait ce qu'un e-yuan est en train d'amener au marché chinois et aux acteurs économiques chinois. Donc chacun aura sa vision des choses. Il y a aussi une perspective, je le disais tout à l'heure, d'interopérabilité. J'aurais pu en parler dans ce contexte, j'en profite, puisque vous me posez la question. C'est qu'il va falloir aussi se dire, est-ce qu'on n'a pas besoin de créer des ponts entre ces différentes monnaies numériques de banque centrale ? Ça, on a toute une réflexion au niveau du G20 autour de ça, de faire en sorte qu'il y ait la capacité d'interopérabilité entre les monnaies. Ce qui n'a pas été, si vous voulez, imaginé il y a 20-30 ans avec les systèmes de paiement classiques. Aujourd'hui, vous avez en gros des convertisseurs. Donc ça prend du temps, ça prend de l'argent. Voilà. Je vous remercie pour la réponse. Il y a une deuxième question. Vous n'avez pas parlé des NFT et ce serait pour savoir si du coup la Banque de France et par rapport à l'euro, ils ont aussi un projet de création de tokens
non fongibles comme les NFT. Alors, les NFT, les non-fungible tokens, effectivement, alors ça c'est un phénomène qui est tout neuf, qui fait beaucoup de presse. C'est un actif digital qui représente un actif réel. Alors, une œuvre d'art, etc. Donc vous connaissez ça très bien. C'est pas sûr, c'est pas certain que ça ait quelque chose à voir avec des formes de quasi-monnaie ou autre. En fait, on a une représentation digitale de quelque chose d'autre. Et donc c'est ça que l'on vend ou que l'on transacte. On n'est pas convaincu aujourd'hui qu'on ait besoin d'intervenir dans ce domaine-là. Mais on va le regarder de près également, hein, puisque à l'époque du Bitcoin, quand il est apparu en 2008-2009, on n'était pas convaincu qu'il fallait intervenir dans le domaine, et pourtant on l'a fait au bout de quelques années. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre approche, et c'est distinct de ce que pourrait être un euro digital en tant que tel. Un euro digital, ce serait avant tout une unité de compte, une unité de transaction, de transfert, et une unité potentiellement d'épargne, donc de la monnaie. Un NFT, ce n'est pas ça. Un NFT, ça représente, encore une fois, un actif qui peut avoir une valeur marchande, elle, à définir en fonction de l'offre et de la demande. Donc c'est un petit peu différent. On a une question par là. Donc bonsoir, Jules Sadefo. Je vous remercie pour votre belle présentation. Je ne vous vois pas. Donc, merci. Donc Jules Sadefo, je vous remercie pour votre belle présentation. Alors j'ai une question, on va dire une, deux questions. La première, c'est la place de la Banque des règlements internationaux. En fait, comment la Banque de France prend en compte les recommandations, les préoccupations les plus récentes, hein, notamment face à l'émergence des cryptoactifs et des monnaies numériques. Donc comment la Banque de France prend en compte ces recommandations récentes de la Banque des règlements internationaux? Tout à fait. Elle y est ici sur le slide qui est à l'écran. Vous voyez le symbole de BIS, donc c'est la Banque des règlements internationaux en anglais. On participe à la BRI puisque vous avez l'ensemble des banques centrales qui sont membres de la Banque des règlements internationaux. Et les études de la BRI sont des études qui pour nous sont particulièrement intéressantes et instructives. La BRI regarde et étudie, analyse les opportunités, les risques, notamment des monnaies numériques de banque centrale. Qu'on soit dans le wholesale, donc en interbancaire, comme j'en parlais tout à l'heure, ou, comme je terminais là la présentation, sur ce qui pourrait être de la monnaie de détail, donc en gros une devise digitale, une devise numérisée. Son analyse qu'elle a faite, qu'elle a publiée il y a quelques jours de ça, est particulièrement intéressante. Ça va nourrir les réflexions au niveau européen par rapport à l'opportunité concrète d'amener un digital euro ou pas sur le marché. Mais aujourd'hui, ça reste encore des analyses théoriques et un peu abstraites, en fait, ce que la BRI fait. Ce qui est utile en amont, mais on a besoin encore d'y travailler pour voir, notamment dans les faits, comment ça se traduit. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que demain, un euro digital, ce sera exactement comme l'euro, c'est-à-dire que vous avez une valeur légale derrière qui fait que, en tant que commerçant, vous êtes obligé de l'accepter? Oui ou non? Ou alors, est-ce que ce sera comme une carte de paiement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose que vous devez accepter, c'est les espèces, sauf cas particulier. Mais est-ce que vous aurez cette latitude dans la notion de legal tender, comme on dit en anglais, donc de légalité de la monnaie et de convertibilité de la monnaie? Ça, c'est d'acceptation de la monnaie au point de vente. Ça, c'est une notion qui est encore en cours de définition. Il va falloir qu'on voit dans les faits comment ceci va pouvoir se traduire. Donc, merci beaucoup. Donc, juste l'autre volet de la question, c'était par rapport au commerce international et son évolution éventuellement défavorable comme étant le corollaire de justement l'émergence des cryptoactifs, des monnaies numériques qui sont non réglementées. Comment vous percevez le commerce international plus tard face à l'émergence des cryptoactifs et des monnaies numériques avec, comme je disais, comme vous l'avez aussi dit, hein, l'instabilité et les risques? Oui, nous justement notre rôle est en tant qu'autorité publique et notamment au sein d'instances comme le G20 ou le G7, c'est de faire en sorte que
on puisse garantir le bon fonctionnement de ces transactions internationales dont vous parlez à l'instant. Il se passe que, Covid mis à part, évidemment, ces transactions internationales ne cessent de croître depuis des années et des années. Donc notre objectif est de faire en sorte qu'il n'y ait pas un nouvel actif qui soit un actif privé, qui vienne finalement de manière orthogonale percuter ce type d'évolution-là. Ce serait un vrai problème. Donc c'est un sujet de stabilité financière globale, et c'est un sujet aussi de capacité à fournir aux agents économiques les moyens de transacter. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à cet euro digital notamment, qui peut avoir un intérêt dans cette perspective. Et pour faire vite, il est évident que les agents économiques aussi sont suffisamment intelligents pour savoir quoi choisir. Si demain vous vous retrouvez piégé sur une plateforme, est-ce que c'est l'intérêt global que vous avez de continuer dans cette perspective? C'est pas sûr. Donc vous voyez que là aussi on va avoir je dirais une dynamique de marché qu'il va falloir observer, qu'il va falloir comprendre. D'ailleurs dans la mise en place de cet euro numérique dont je parlais un tout petit peu avant, celui-ci là, l'interaction avec les acteurs privés va être particulièrement importante. Donc on va voir les acteurs privés, on va voir les commerçants, on va aller voir les banques, on va aller voir les usagers comme vous et moi tous les jours pour comprendre quel est l'intérêt de venir dans ce domaine-là pour une banque centrale. Est-ce que réellement on a besoin de le faire? Bien, nous avons une question. Merci. Vous avez parlé de finances décentralisées et vous avez insisté sur le souhait d'encadrement de la BCE. Vous ne pensez pas que finances décentralisées et banque centrale sont deux termes contradictoires? Vous faites un joli jeu de mots. Ça va être bien, effectivement, pour ce soir. Oui, par définition, vous avez raison. Banque centrale, finances décentralisées, on a quasiment dans les termes quelque chose d'antinomique. Maintenant, il faut regarder, je pense, les choses un peu plus en détail. Beaucoup de projets ou d'initiatives qui se disent décentralisées, de finances décentralisées, en fait, ne le sont pas. Parce que vous avez un acteur qui décide un petit peu de la mise en place de ces opérations. Et même si on est dans une finance conceptuellement totalement décentralisée, les choses ne se font pas par magie. Dans ces réseaux où chaque nœud a la même importance, chaque acteur a la même importance, celui qui va y mettre le smart contract, donc qui va mettre son programme, qui va décider par exemple des opérations de conversion, de change, conversion euro-dollar, celui-là, c'est lui qui va finalement créer les règles du jeu. Est-ce que c'est pas lui qu'il faut encadrer pour que tout le monde dans le réseau ait confiance en lui et ait confiance dans ce réseau? En fait, la question qui se pose pour nous, c'est celle-là. Encore une fois, c'est pas pour empêcher la finance décentralisée ou les services qui pourraient être fournis. C'est juste pour que ces services-là, quand ils sont fournis, ils le sont avec toutes les garanties que vous pouvez attendre. Vous ne voulez pas demain commencer à faire un échange euro-dollar avec un taux de conversion absolument fantastique, sauf si vous ne recevez jamais vos dollars contre vos euros. Ça, c'est quelque chose qui ne vous satisfera pas. Et donc la régulation, elle est là pour garantir ce cadre, c'est tout. Mais c'est surtout pas pour empêcher les acteurs de le faire. Mais il y a un défi, c'est ce défi de trouver à qui demander d'être, on va dire, en conformité avec ces règles et ces bonnes pratiques. Oui, ça c'est une vraie question. Et elle est encore en devenir aujourd'hui, très clairement. Je vous remercie. Le temps passe vite, on peut encore consacrer un peu de temps à une ou deux questions. Alors il y en a une ici. Bonsoir. Une des questions sur laquelle je me posais à propos de la régulation et notamment de l'émission de monnaie, enfin de crypto-monnaie nationale, serait-il pas une forme ne serait pas une forme de ça ne doit pas l'être, du coup. Une forme de protectionnisme en diminuant les coûts de transaction au sein d'un même écosystème, de sorte que les acteurs économiques finissent préférentiellement
par interagir avec les mêmes acteurs, au sein des mêmes acteurs économiques, dans la même zone. Oui, alors, la question du modèle économique, elle se pose de deux manières. La manière dont j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour un acteur privé de fournir un actif de règlement au sein de son système. Donc pour faire en sorte effectivement qu'un commerçant puisse vendre sur une plateforme et que la personne qui achète reste avec on va dire la quasi-monnaie locale de cette plateforme, même si la plateforme n'est pas si locale que ça, parce qu'elle est internationale et qu'elle a 2,5 milliards d'utilisateurs. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, l'idée de ces acteurs privés, de ces grandes plateformes numériques, c'est de rendre les choses captives. Donc de faire en sorte que les acteurs ne puissent pas sortir de leur système. Vous avez raison, l'un des risques, c'est un risque finalement un peu inflationniste à l'intérieur même de cette plateforme. Bon, maintenant, il y a des contraintes qui sont réelles. Il faut bien voir que, on n'en a pas parlé en long, en large et en travers, mais tous les acteurs du numérique aujourd'hui sont concurrents entre eux et sont fortement concurrents entre eux. Donc il y a une vraie compétition à l'offre de services, à la plateforme la plus performante avec le plus de services possible, le meilleur réseau social, le meilleur réseau de vente sur Internet, le meilleur ceci, le meilleur cela. Donc la dynamique de marché peut contrecarrer un peu ce phénomène qui reste un peu théorique. Mais vous avez raison, c'est un point important à avoir en tête pour les acteurs privés et on en est effectivement conscient. Maintenant, pour ce qui serait une monnaie numérique de banque centrale dans une devise telle que l'euro, l'idée n'est pas celle-là. L'idée est réellement de faire la même chose. Et c'est pour ça qu'on met un point d'interrogation, parce qu'il va falloir regarder ça en détail. La même chose que ce qui existe aujourd'hui avec les billets et les pièces. Les billets et les pièces ne vous rendent pas captifs d'un environnement économique. Vous pouvez vous déplacer d'un commerçant à un autre, et même d'un pays à un autre dans la zone euro, si on prend l'exemple de l'euro. Donc l'idée de l'euro digital ne sera pas de capturer, en fait, quelque part, des commerçants ou des utilisateurs. Non, l'idée c'est d'être complémentaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui et d'apporter cette garantie de la Banque centrale en tant que tiers de confiance dans la capacité du coup de votre achat ou de votre vente. C'est ça l'idée qui est derrière. Il va falloir quand même regarder dans le détail. L'élément que vous mentionnez, c'est un des axes qu'il faut avoir en tête, oui, absolument. Oui, alors une dernière question. Oui, merci pour votre présentation déjà. J'avais une question par rapport à l'interopérabilité des monnaies numériques dont vous avez parlé. Donc en juillet, la Banque de France a effectué la première transaction interdevise en monnaie virtuelle. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour créer un système de sécurité associé à votre monnaie virtuelle. Parce qu'en fait, cette transaction a été effectuée sur une blockchain privée. Donc c'est là l'enjeu aussi de la sécurité. Tout à fait. On aurait pu passer d'ailleurs un peu plus de temps à parler de ces aspects de cybersécurité et aussi les différents modèles qui existent aujourd'hui. Là, je pense que la technologie, elle est très diverse et variée. Donc, on a des DLT, on a des blockchains qui sont ouvertes, qui sont sans permission, ouvertes publiques sans permission, et on a tout le contraire, des blockchains privées qui sont avec permission et qui permettent un contrôle d'accès au système en tant que tel. Il est évident que nous, dans notre approche, cette approche, elle doit être, je dirais, adaptée à ce que l'on regarde. Si on regarde la monnaie numérique de banque centrale dans le domaine interbancaire, donc entre acteurs régulés, acteurs financiers, intermédiaires financiers régulés, on est plutôt sur une vision avec permission. On est plutôt sur une vision où on est sur un système qui n'est pas très ouvert, en tout cas entre personnes régulées, entre personnes de bonne foi, si on va dire ça comme ça. Donc ça paraît logique. Il faut voir dans les faits, mais ça paraît logique. Si on est sur un euro digital qui doit être accessible à tout le monde, déjà, où serait la blockchain? Parce qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'une blockchain. Donc il faut réfléchir à ça. Si on a une blockchain, est-ce qu'elle doit être plutôt au niveau des intermédiaires, de façon à ce que ça aille plus vite, eux, leurs transactions, leurs opérations d'alimentation en euro digital avec la BCE, avec la Banque de France? Est-ce qu'on a une blockchain qui doit aller jusqu'à l'utilisateur final, jusque même le terminal de paiement? Ça, c'est quand même beaucoup moins certain. On a aujourd'hui des technologies qui marchent très très bien, qui sont très performantes. Donc on va réfléchir à ces différents aspects-là.
Et heureusement, la technologie est suffisamment variée pour qu'on puisse, je dirais, varier les plaisirs aussi en même temps et penser aux meilleures combinaisons, en fait. Hein. Et les aspects de sécurité sont très clairs derrière. Vous en avez parlé, j'aurais pu aussi m'étendre un peu plus longuement là-dessus. On les a parfaitement en tête, surtout dans un moment où tous les risques de cybersécurité sont multipliés chaque année. Alors, je ne vais pas dire un chiffre au hasard, mais où on a clairement des risques qui ne cessent d'augmenter chaque année. Oui, très clairement. Alors je suis conscient du fait qu'il reste probablement des questions, mais là il commence à être un peu tard, hein, donc nous allons clôturer cet échange qui est très intéressant et qui demande à être développé. Donc nous vous remercions une fois de plus. Merci. Je vous remercie aussi pour votre présence et votre participation, et on vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous de l'économie qui aura lieu début décembre. Le thème sera bientôt annoncé. Voilà, merci.